Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour. Le 21 septembre est programmé le référendum constitutionnel en prélude à une prochaine élection présidentielle. Dans la charte de transition, le général Mamadi Doumbouya avait promis de ne pas se présenter à cette future élection. Pourquoi a-t-il changé d'avis ? Pour le moment, aucune information officielle n'a été délivrée sur ce sujet, mais ce qui est sûr, les dispositions constitutionnelles qui vont certainement être proposées à la population le 21 septembre prochain n'interdisent pas la candidature principalement de M. Mamadi Doumbouya. Et justement, pourquoi renonce-t-il à sa promesse de 2021 quand il avait pris le pouvoir ? Pour le moment, rien n'indique qu'il a renoncé à sa promesse. Laissons-lui le temps, le moment venu, de s'exprimer et de donner des motivations. Dans n'importe quel sens qu'il pencherait, il va expliquer cela à la population guinéenne. Mais pensez-vous qu'il y a un doute sur sa candidature à venir à la prochaine présidentielle ? Permettez-moi de lui laisser le soin, le moment venu, de s'exprimer sur sa position. Alors, pour constituer le fichier des votants à ce référendum du 21 septembre, les autorités ont procédé à un recensement biométrique. Il y aura 6 700 000 votants. Mais les autorités ont oublié de recenser le numéro 1 de l'opposition, l'opposant Cellou Dalein Diallo. Pourquoi cet oubli ? Je pense qu'il a un problème en termes de résidence. Et vous savez, si vous êtes non-résident dans une ville ou dans une collectivité, il faut que vous attestiez de résidence d'une certaine durée. Donc, il n'y a aucune volonté d'exclure qui que ce soit dans ce processus. Et pour les Guinéens de l'étranger, seules 130 000 personnes sont recensées, alors que d'après l'OIM, il y a quelques 3 millions de vos compatriotes qui vivent à l'étranger. Est-ce qu'il n'y a pas là une anomalie ? Je dois dire que même le chiffre de 3 millions de Guinéens vivant à l'étranger est un chiffre sous-estimé. La communauté guinéenne à l'étranger est une composante extrêmement dense. Et par rapport à cela, je veux être clair. Si vous lisez le projet constitutionnel, les Guinéens qui vivent à l'étranger auront les mêmes droits que ceux qui vivent à l'intérieur du pays. C'est un projet qui intègre et qui reconnaît pour la première fois le droit des Guinéens de l'étranger à jouir de l'ensemble de leurs privilèges et de leurs droits comme citoyens. Maintenant, nous avons été dans un contexte où l'établissement du fichier d'état civil par le recensement administratif à vocation d'état civil prendrait du temps, prendrait peut-être des mois et des mois. Et c'est la raison pour laquelle nous avons procédé à utiliser un plan B qui nous a permis d'avoir un fichier électoral suffisamment représentatif et exhaustif. Bien entendu, nos compatriotes vivant à l'étranger n'ont pas été suffisamment enrôlés puisque tout cela s'est fait au bout de 30 à 40 jours avec, disons, des imperfections qui vont être corrigées. Et ces imperfections qui vont être corrigées, est-ce que ce sera avant la prochaine élection présidentielle ? Vous savez, il faut être clair. Le fichier électoral qui va servir pour le référendum constitutionnel, vu les délais, sera le fichier électoral qui servira pour le retour à l'ordre constitutionnel. Donc il n'y aura pas de nouveaux inscrits sur le fichier électoral entre le référendum du 21 septembre et l'élection présidentielle suivante. Sur le plan technique, ce serait extrêmement compliqué, voire même dangereux pour la stabilisation du fichier. Donc, de ce point de vue, ce n'est pas possible. Toujours dans ce recensement biométrique, l'opposition affirme que les régions considérées comme favorables aux militaires du CNRD sont surreprésentées au détriment des autres régions du pays. Et Cellou Dalein Diallo, par exemple, remarque qu'il y a plus d'électeurs à Kankan que dans la capitale, Conakry. Vous savez, c'est toujours la même antienne, les mêmes références. Il faut voir l'évolution de ce pays. Kankan est une grande métropole qui est en train de grossir et quelqu'un qui connaît la Guinée sait pertinemment que les zones aurifères jouent un rôle d'attraction des populations venant de toutes les régions du pays et même des pays limitrophes. Donc, ceci explique cela.
Dans ce projet de constitution qui va être soumis à référendum, il est prévu que pour le président, le mandat de 7 ans sera renouvelable une fois, sans plus de précision. Est-ce que par rapport à l'avant-projet initial, qui était beaucoup plus restrictif, il n'y a pas la porte ouverte à une présidence à vie? Non, pas du tout. Au contraire, les dispositions d'intangibilité ont été renforcées pour empêcher de manière juridique toute possibilité de procéder à des modifications de ces dispositions d'intangibilité. Et la question des mandats fait partie de ces dispositions d'intangibilité. Toujours dans cet avant-projet constitutionnel est prévue la création d'une cour spéciale de justice qui pourra juger au cas où les chefs d'État et membres du gouvernement, mais il est prévu aussi un article qui affirme que les anciens présidents vont jouir d'une immunité civile et pénale pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. Est-ce que ce n'est pas contradictoire? Non, pas du tout. Il y a un terme que vous avez oublié de citer, lorsqu'ils assument leurs fonctions de manière régulière. Et vous savez que lorsque il y a parjure ou haute trahison, ça ne fait pas partie de l'exercice régulier d'une fonction de chef de l'État ou de président de la République. Donc le terme régulière a toute sa place et explique la loi qui assure sa primauté sur toute autre considération. Le 21 septembre, le peuple guinéen est donc appelé à se prononcer pour ou contre ce nouveau projet de constitution et une campagne de sensibilisation a déjà commencé dans le pays. Mais l'opposition affirme que cette mobilisation est en fait une campagne pour le oui. Alors est-ce que le jeu n'est pas faussé en faveur du oui? Vous savez, il faut qu'ils revisitent leur discours s'ils veulent refléter l'opinion d'une partie de la société, parce que leurs propos sont totalement déphasés. Et ça ne correspond pas à la dynamique qui est engagée et nous cherchons à ce que les Guinéens s'approprient un projet constitutionnel, qu'ils y adhèrent parce que c'est l'élément fondamental qui permettra de faire en sorte que cela dure. Et si le oui passe, est-ce que la présidentielle aura lieu dans les semaines suivantes? L'objectif, comme l'a dit le général Mamadi Doumbouya, l'année 2025 est une année électorale. Le référendum n'est pas une élection, donc ceci explique cela. Donc la présidentielle avant la fin de l'année? Inch'Allah. Vous avez une date? Non, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on respectera les procédures réglementaires et législatives pour la fixation de n'importe quelle date après le référendum. Il y a 13 mois, le 9 juillet 2024, les deux leaders de la société civile, Fonike Mengue et Mamadou Biloba, ont été enlevés à Conakry par des hommes armés en uniforme. Est-ce que vous avez de leurs nouvelles? Nous cherchons toujours, et de la manière la plus sérieuse, nous cherchons à avoir des renseignements sur leur sort, sur les lieux où ils pourraient être, et je dis que cela, c'est une préoccupation aussi bien du président que du gouvernement dans sa globalité. Alors il y a 13 mois, juste après leur disparition, les autorités judiciaires du pays ont dit qu'une enquête était ouverte. Pourquoi 13 mois après, cette enquête n'a produit aucun résultat? On continue. Vous savez que je donne un exemple. Lorsque M. Pivi, qui était incarcéré suite à la condamnation lors du procès du massacre du 28 septembre 2009, a disparu, on a entendu beaucoup de choses concernant son sort. Mais il a fallu plusieurs mois après pour qu'on puisse avoir une information précise et qu'il puisse être ramené dans la prison à Conakry. Donc, concernant ces disparus, je souhaite que la lumière se fasse et je souhaite ardemment qu'on puisse les retrouver sains et saufs. En janvier dernier, votre porte-parole Ousmane Gawal Diallo a dit sur RFI que d'ici quelques jours, le parquet de Conakry ou le ministre de la Justice devait s'exprimer sur le sort de ces deux disparus. Or, 8 mois après, toujours aucune nouvelle. Quand est-ce qu'on saura quelque chose? Non, je souhaite que lorsqu'on s'exprimera autour de ces sujets, qui sont des sujets dramatiques
pour leur famille et pour leurs proches, que cela puisse être des informations certaines, vérifiables, pour ne pas rentrer dans une logique d'exploitation des sentiments ou de faire miroiter des espoirs sans pouvoir les réaliser concrètement. Ces genres de sujets, ce sont des sujets qu'il faut gérer avec sérieux, prudence, discrétion pour avoir de l'efficacité. Oui, mais comme ça fait plus d'un an que les autorités ne donnent aucune nouvelle, les deux familles commencent à se demander si vous n'avez pas laissé tomber l'enquête. Non, pas du tout. La vie humaine est sacrée. Quand est-ce qu'on saura, Monsieur le Premier ministre? Non, j'espère que lorsqu'on aura des informations vraiment crédibles, conséquentes, la justice fera les déclarations à ce moment-là. Vous pensez d'ici combien de temps? Non, ça c'est seul Dieu qui pourra nous dire exactement dans combien de temps. Ce que je souhaite que cela se fasse le plus rapidement possible. Est-ce que Fonike Mengue et Mamadou Biloba sont encore en vie? Je souhaite ardemment que Bilo et Fonike soient en vie. Ce jeudi 7 viennent d'entrer en vigueur les nouvelles surtaxes douanières des États-Unis à l'égard de leurs partenaires commerciaux. Quel est l'impact pour votre pays, la Guinée ? Notre économie, c'est une économie relativement pas importante au regard de la puissance de l'économie américaine. Et nous exportons beaucoup plus des matières brutes comme la bauxite et dans les prochains mois le fer. Et comme vous le savez, ça rentre dans des combinaisons de transformation dans des pays qui pourraient être peu ou prou affectés par ces hausses des tarifs que les États-Unis ont décidé. Mais nous, c'est relativement marginal puisque notre partenaire économique privilégié pour les matières premières, c'est la Chine et d'autres pays européens pour les autres types de produits. Donc notre économie n'est pas directement affectée au premier rang. Il y a quelques jours, vous avez décidé, avec le président Mamadi Doumbouya, de retirer une concession minière importante, une concession de bauxite, au géant émirati GAC, Guinea Alumina Corporation. Pourquoi cette décision ? Bon, vous savez que d'abord, ce n'est pas une concession minière initialement qui était prévue. C'était une raffinerie qui devrait être construite par les Émiratis. Malheureusement, pendant près de 20 ans, les anciens gouvernements guinéens ont été suffisamment laxistes pour ne pas faire respecter ce qui était initialement prévu, c'est-à-dire la construction d'une raffinerie d'alumine. Et donc, on a laissé l'objet principal de la convention au profit d'ententes qui ont permis l'exportation brute de cette richesse et ce qui aurait dû être construit en Guinée a été construit dans les Émiratis. Et après le 5 septembre 2021, avec la nécessité qui est valable pour l'ensemble des compagnies minières de bauxite, il a été décidé d'accélérer et d'encourager la transformation de ce minerai sur place. Donc, il va de soi que ceux qui ne se sont pas conformés aux conventions, aux règles minières étaient passibles d'être sanctionnés. Et ce qui est arrivé pour cette compagnie où les intérêts émiratis sont prépondérants. Alors, la maison mère de la compagnie GAC, Emirates Global Aluminium, dénonce avec la plus grande fermeté ce qu'elle appelle une prise de contrôle illégale et hostile. Est-ce que vous ne craignez pas de faire fuir un certain nombre d'investisseurs internationaux ? Non, pas du tout, parce que les investisseurs sérieux, crédibles, savent pertinemment que la loi et le droit sont du côté de la République de Guinée dans cette affaire. Ils ne sont pas les seuls dans cette situation. Il y a d'autres structures, d'autres compagnies minières de moindre envergure qui font aussi l'objet de ce genre de sanctions, avec des retraits de permis miniers par exemple. Nous devons privilégier désormais la transformation des minerais sur place dans la mesure du possible. Alors la compagnie qui vient de perdre son permis affirme que par cette mesure, vous mettez en péril plus de 3000 emplois locaux dans la région de Boké, dans le nord-ouest de votre pays. Nous comprenons leurs soucis pour ces 3000 employés locaux, mais s'ils étaient bien intentionnés pendant ces 2 décennies, ils auraient construit la raffinerie d'alumine. Et aujourd'hui, une société, Nimba Mining, a été créée il y a à peine 4 jours.
Une société guinéenne. Bien entendu. Qui va être en mesure de réembaucher les 3000 employés de la compagnie Emirati GAC? Nous ne voulons pas sacrifier nos compatriotes. Tout au contraire, nous défendons leurs droits et nous allons tout mettre en œuvre pour qu'ils retrouvent un emploi sécurisé en conformité avec l'objet de ce qui avait présidé à la création de GAC. Monsieur le Premier ministre, merci. C'est moi qui vous remercie.